Alors, Luc, maintenant, je vais te laisser la parole pour que tu puisses mettre la table. On a besoin de repères, on a besoin de comprendre. Alors, tu vas nous mettre les chiffres là, qui vont être peut-être justement nos fils conducteurs pour les questions qu'on pourra poser à nos différents partenaires. Donc, à toi la parole. Alors, bonjour. Bien content donc d'être là avec vous pour débuter cette journée de réflexion, pour mettre donc, comme le disait Marie, la table. Commencer par un état des lieux, se donner des perspectives à la fois fédérales, québécoises et municipales. Donc, c'est un portrait, dans le fond, là, je commence avec l'idée de dire, on le sait qu'on est en déficit du niveau fédéral et québécois, mais au-delà de ce déficit-là, il va y avoir des enjeux de soutenabilité. C'est de ça qu'il est question. Comme on parle de soutenabilité, je veux d'abord, moi, commencer à parler de recettes fiscales, voir qu'est-ce qui sort de la poche des Québécois annuellement, puis qui prélève quoi. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 179 milliards de dollars qui sont prélevés en recettes fiscales. Il y en a 33 % qui est prélevé par le gouvernement fédéral. Il y en a presque 8 milliards qui est prélevé, donc 49 % par le gouvernement du Québec. Les municipalités sont à la hauteur de 9 % avec un 16 milliards. Le régime des rentes du Québec est aussi à la hauteur de 16 milliards avec un autre 9 %. Mais à ce 179 milliards-là s'ajoutent 40 milliards de recettes non fiscales pour arriver à un total de 218 milliards de recettes prélevées auprès des contribuables. Fait que ça, ce qui est important, c'est ça le point de départ là, dans la soutenabilité, c'est qu'est-ce qu'on prélève, puis après ça, qu'est-ce qu'on peut financer avec ces sommes-là. Puis si on regarde du côté horizontal, on voit que l'élément le plus important en termes de prélèvement, si on regarde les prélèvements fiscaux, c'est vraiment l'impôt sur le revenu qui a la part du lion avec 62 milliards. Donc, je poursuis là, rapidement. Je m'en vais avec un état de la situation du côté du gouvernement fédéral. Naturellement, vous le savez, la pandémie a malmené l'économie canadienne. Et donc, on est actuellement, si on regarde à droite, là, on est sous le potentiel économique. Donc, on le voit 2020-2021, on est sous le potentiel économique. On voit qu'on va retrouver notre plein potentiel. Ça veut dire qu'on aura notre pleine capacité de production autour de la fin 2022. Et donc, l'économie par la suite sera à son plein potentiel. Je veux vous montrer du côté fédéral les revenus de dépenses en pourcentage du PIB, donc sur un horizon d'assez long terme. Premièrement, on s'aperçoit que les dépenses sur un horizon de long terme sont en diminution du côté d'Ottawa. Évidemment, la pandémie là, a fait une pression rapide ou momentanée autour de 2020-2021 sur une augmentation du poids des dépenses, mais on voit que ça se résorbe assez facilement. Puis pendant qu'on dépensait plus à Ottawa, bien, les revenus chutaient et donc on peut s'imaginer qu'il y a eu un déficit record. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement fédéral, sur un long horizon, a eu longtemps des déficits, a été longtemps à l'équilibre, presque à l'équilibre, mais que nous étions en déficit avant la pandémie. J'ai mis la petite ligne grise là, en pointillé pour qu'on puisse voir que même avant la pandémie, le gouvernement fédéral s'attendait à faire un déficit de 1,2 % du PIB. Et que, rendu en 2025-26, il va avoir retrouvé à peu près ce même niveau de déficit en proportion de l'économie. Il va être à 1,1 %. Et donc, c'est ça qu'il faut noter. Il faut noter aussi que je vous ai dit plus tôt qu'on retrouverait le plein potentiel économique autour de 2023, fin 22-23, mais nous ne serons pas à l'équilibre budgétaire, même si nous aurons retrouvé le plein potentiel économique. Ça va prendre pas mal plus de temps. Oui, puis surtout, du côté fédéral, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de date qui mentionne le retour à l'équilibre. Je vous montre ici les principaux postes de dépenses pour qu'on comprenne le gouvernement fédéral dépense dans quoi. Sur 100 cents collectés en impôts, qu'est-ce qu'on dépense? Il y a 6,5 cents qui va aux frais sur les intérêts sur la dette. Et par la suite, on s'en va voir, là, je tenais à le dire, par la suite, on va voir du côté des principaux transferts aux particuliers qui représentent 29 % des dépenses fédérales. Là-dedans, il y a 15 des 29 sous qui vont au transfert aux aînés. Il y a un petit 6 sous et demi qui va à l'allocation canadienne pour enfants. Ah oui? Puis il y a l'assurance-emploi aussi. Donc, le 29 sous, là, il est composé de 3 principaux postes, transfert aux aînés, assurance-emploi et allocation pour enfants. Bien, c'est intéressant, Luc, parce que la perception, avec toutes les annonces qui ont été faites, j'aurais pensé que le pourcentage pour la petite enfance était davantage important
Bien là, on est en 2019-20, donc Oui. les sommes additionnelles pour la petite enfance, là, c'est vraiment des prestations, sont Oui, pas oui. ajoutées, mais c'est moins. Mais c'est quand même moins Ouais. que pour les aînés. C'est ça. intéressant. Puis il faut noter que ces deux postes-là, aînés et allocation pour enfants, bien, ça suit la démographie. Parce que c'est ça l'enjeu de la soutenabilité budgétaire, c'est est-ce que la démographie va avoir un impact. Après ça, il y a les transferts aux provinces pour un 22-21 là, qui est les principaux postes, transferts pour la santé, les programmes sociaux, péréquation. Et ce n'est que 44 de ces dépenses qui sont des programmes de dépenses directes du gouvernement fédéral. Je vais voir la dette. Donc, la dette nette, le sommet du gouvernement fédéral historique, c'est autour de 1996, 72 de la dette nette en proportion du PIB, un creux autour de 32 autour de 2008. Et on voit que ça s'est pas mal stabilisé autour de 35 là, durant le reste de la période. La pandémie a un effet marqué de dire plus 20 points d'endettement. On est passé de 35 à 55 en l'espace d'une année. Ça montre l'ampleur des déficits qui ont été connus avec la pandémie. Puis on voit par la suite, ça ne diminue pas tant que ça, mais ça se stabilise, mais ça ne diminue pas tant que ça. Et ça, c'est le fédéral seulement, évidemment. Oui. Là, je vais regarder l'état de la situation du côté québécois. Bien, le Québec, comme le Canada, là, la pandémie a été difficile. Évidemment, l'économie est sous son potentiel pour 2020-2021 jusqu'à fin 2022, comme le fédéral. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Mais au-delà de 2023, on va être à notre pleine capacité de production. Et ça, faut le garder en tête quand on dit est-ce que nous sommes à ce moment-là à l'équilibre ou non. Du côté québécois, de 1998 jusqu'à 2008, on s'aperçoit que les revenus et les dépenses qui étaient assez proches l'une de l'autre. Et donc, on arrivait à équilibrer pas mal notre budget. Par la suite, bien là, il y a eu la grande récession, la difficulté de retrouver l'équilibre budgétaire, mais on note qu'avant la pandémie, on était rendu en situation de surplus. Bien, c'est ça la différence entre le fédéral puis le Québec, c'est vraiment là. Tout à fait. Puis la pandémie a eu aussi effet que les dépenses du gouvernement du Québec en proportion de l'économie augmentent. Mais les revenus aussi ont augmenté durant l'année pandémique, ce qui n'était pas le cas du côté d'Ottawa, ce qui s'explique en partie par des transferts quand même fédéraux et les transferts aux particuliers qui ont fait en sorte que les recettes fiscales du gouvernement du Québec ont continué de croître. Mais c'est ça. Ce qu'on observe aussi, dernier point sur cette diapo-là, c'est contrairement à Ottawa, les dépenses n'ont pas diminué sur un long horizon. À Ottawa, on a dit que les dépenses ont eu tendance à diminuer sur 30-40 ans. À Québec, là, depuis 2000, les dépenses sont plutôt en augmentation. Pas manifestement haute, mais en augmentation quand même. Faut le porter. On va poser la question tantôt, mais en démographie, il y a peut-être un enjeu là particulier qui touche le Québec. Je sais que les provinces maritimes ont aussi des enjeux, mais on voit que peut-être c'est là, avec le service aux citoyens de proximité. Tout à fait, là. que le vieillissement est plus marqué. Exactement. Puis une volonté de développer, depuis 2000, des nouveaux programmes aussi au Québec qui peut expliquer ça. Les déficits sont beaucoup moins gros du côté québécois, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas moins durs à combler que du côté d'Ottawa, au contraire. Donc, on parle d'un déficit finalement pour l'année 2020, on parle de 12 milliards. On voit que le ministre a dit que le retour à l'équilibre budgétaire se fera en 2026-27, mais notons les petits pointillés, puis le blanc, c'est des écarts à résorber. Donc, il dit, je vais être à l'équilibre budgétaire, faites-moi confiance. D'un autre côté, on voit que de 2022 à 2026, on a grosso modo, avant de combler les écarts, un déficit de 7 milliards, 6 milliards et demi. Et donc, il ne dit pas comment il va combler les écarts jusqu'à maintenant, mais il va falloir le faire du côté des revenus, du côté des dépenses, ou c'est ça. Et je rappelle que comme le fédéral, à partir de 2023, c'est une date importante, on va être à partir de notre plein potentiel économique. Donc, techniquement, si on est à notre plein potentiel, on devrait avoir les revenus pour faire face à nos dépenses. On peut prendre un peu plus notre temps, mais ça veut dire que là, c'est pas seulement on prend plus notre temps, il y a des écarts qui ne sont pas identifiés. Mais ça, c'est intéressant, particulièrement pour le Québec, parce que si on revient à notre plein potentiel, si on n'ajoute pas de nouveaux programmes, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait retomber dans le cercle vertueux des surplus où on était avant la pandémie? Ce qu'on vise, c'est d'être peut-être pas dans le cercle vertueux des surplus, mais au moins d'être dans le cercle vertueux de l'équilibre budgétaire. Il faudrait être là. Mais on le voit qu'on ne le sera pas à partir de 2022-2023. Il reste des déficits annoncés par le ministre pour 3 ans additionnels, mais en plus, c'est les écarts à résorber. Ça veut dire qu'actuellement, on a une structure de revenus-dépenses qui est des revenus insuffisants pour faire face aux dépenses du gouvernement suite à la pandémie. Donc ça, il faut le noter. Puis si on va voir justement la structure des dépenses du gouvernement du Québec, il y a 6,7 cents qui vont au service de la dette, à peu près pareil comme du côté d'Ottawa.
Mais si on regarde du côté, puis on l'est sur 100, là, donc on est conscient qu'on dépense 6,7 cents pour le service de la dette, mais il reste 39 sous par dollar qui va à santé, services sociaux. Ça, c'est pleinement lié à la démographie. Oui, c'est ça. Ça va augmenter plus vite que la croissance économique. On a un 21 sous du côté de l'enseignement, de l'éducation, enseignement supérieur. Ça, techniquement, c'est lié à la démographie aussi, comme la santé et les services sociaux. Techniquement, ça augmente moins vite que l'économie à cause des changements démographiques. Par contre, c'est des ministères qui ont besoin d'amour depuis longtemps. Donc, avant de penser qu'il y a des grandes économies à faire là, peut-être qu'il va falloir renflouer un peu. Puis c'est la même chose pour les garderies. Donc, on sait qu'il y a des manques de place. Donc, oui, la démographie va être favorable au fait qu'il n'y aura pas de pression pour croître les dépenses. D'un autre côté, il manque des sous, des fois, un peu dans ces ministères-là. Oui, bien, puis on le voit, c'est ça, pour les places. Mais moi, il y a un chiffre, 39 sous sur le dollar en santé et services sociaux. On dit souvent, pourtant, que la santé, c'est 50 du budget. Bien, c'est parce que c'est ça, c'est 50 des dépenses de programme. Ouais. À vrai dire, si on enlevait le service de la dette, puis on disait, parmi oui, les dépenses de d'accord. programme, on serait à 42. Ça dépend tout le temps. Tout à fait. Si on prend les revenus, les dépenses consolidées, les dépenses de portefeuille, les dépenses de programme, le chiffre varie un peu, mais c'est le poste le plus important dans tout à fait. toutes les manières. Puis qui est appelé à croître. Oui. C'est ça. Et là, on regarde l'évolution de la dette nette. Contrairement à Ottawa, la dette nette de 2000 à 2008, elle n'a pas diminué. Au contraire, elle avait tendance à augmenter. Et on voit aussi, par contre, depuis la dernière grande récession jusqu'à l'arrivée de la pandémie, on était sur une phase descendante de 53 à 39,9. Donc, ça, c'est le fonds des générations essentiellement qui permettait que la dette nette diminue quand même significativement. On voit l'effet de la pandémie plus modeste que du côté d'Ottawa, mais quand même une dette nette qui augmente, mais qui, par la suite, reprend une pente légèrement descendante. Donc, j'ai évoqué un peu le mot fonds des générations. Donc, j'arrive à la diapo suivante qui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre loi sur l'équilibre budgétaire avec tous les déficits qui sont déjà annoncés? Puis la loi sur la réduction de la dette, puis instituant le fonds des générations. » Moi, je portais à dire... Mon amour pour ces deux lois-là, je portais à dire qu'ils ont joué un rôle important pour la santé financière, le rétablissement de la santé financière du gouvernement du Québec. Je rapportais à dire on les garde, mais on les adapte. Oui, c'est ça. Il y a des choses pour le court terme qui pourraient permettre au gouvernement de trouver des voies de passage finalement pour vivre avec certaines contraintes qui sont un petit peu difficiles à rencontrer. Bien, actuellement, la loi sur l'équilibre budgétaire, elle existe depuis 1996. Il y a eu 2 grandes récessions. Puis les 2 fois, on a suspendu la loi. Donc, techniquement, là, les parlementaires, la loi n'est pas adaptée à quand il arrive une récession. Donc, adaptons la loi pour qu'on ne soit pas obligé de la suspendre la prochaine fois, mais qu'elle vive avec la récession. Donc, qu'il y ait une souplesse au bon moment. Donc, puis pour le Fonds des générations, bien, c'est une loi qui, pour le moment, qui apporte ses bénéfices parce qu'elle réduit l'endettement du Québec. Donc, pour le moment, elle continue de jouer son rôle. On le voit que notre écart d'endettement avec l'Ontario va continuer de s'améliorer, même si les 2 provinces font des déficits dans les 5-6 prochaines années. J'arrive avec les municipalités rapidement, un état de la situation aussi de leur côté. On sait que les municipalités utilisent beaucoup l'impôt foncier. Oui, bien en fait, c'est la source de revenus, la principale. La principale, je vais vous montrer. Puis ici, si on insérait le Québec, l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick dans les pays de l'OCDE, en termes de comparaison, bien, ce serait les 3 endroits dans le monde pour la plus forte utilisation de l'impôt foncier. D'accord. Plus que les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, c'est vraiment ici qu'on utilise le plus les impôts fonciers. Ça, il faut le garder en tête. C'est 3 fois plus que la moyenne de l'OCDE en termes de poids dans l'économie. Donc, c'est pas rien. Par contre, c'est pas un mauvais impôt, mais c'est pas rien par contre. Là, mais il faut le souligner. C'est ça. Ça veut dire qu'ailleurs, on a moins recours au niveau des montants, mais ça veut dire que les municipalités se financent comment? Bien, peut-être... Bien là, c'est ça. Ailleurs, là, ils peuvent se financer par des transferts des autres ordres de gouvernement. Ils peuvent se financer de différentes manières, mais moins par le foncier. C'est ça. Là, c'est tout gouvernement confondu ici. Ça veut dire même les provinces ou... Puis si on regarde du côté des municipalités, toujours revenus-dépenses, bien, contrairement à Ottawa, contrairement à Québec, l'ensemble des municipalités, ils ont des revenus plus gros que leurs dépenses. Donc, ils n'ont pas de déficit. Pas le choix non plus, non? Mais oui, c'est ça. Il y a une loi qui interdit de faire des déficits et ils ne font pas de déficit, évidemment. Donc, on voit que les revenus excèdent toujours les charges. Ici, on revient un peu avec la notion d'impôt foncier. Quand on prend les revenus de taxation en pourcentage de leurs revenus totaux à eux, qu'on exclut les transferts des autres gouvernements,
La taxation, c'est toujours 70 pour l'ensemble des municipalités, là, 70 des revenus qu'ils prélèvent par eux-mêmes. Okay. C'est quand même important. C'est important. Puis du côté de la dette nette des municipalités, ben, on voit qu'elle est beaucoup plus faible que les autres gouvernements, puis on voit qu'elle est relativement stable, elle est toujours entre 4 ou 5 du PIB. Donc ça, c'est quand même significatif. Pour garder la même structure de présentation, je vous ai présenté comment on répartit les charges au fédéral, au Québec. Là, je le montre pour les municipalités, pris comme un gros bloc, les municipalités. Donc, eux, leur principale dépense, c'est le transport. Et donc, peut-être que c'est un poste qui va être appelé à croître, peut-être pas pour la démographie, mais pour l'environnement, tout le moins. Donc, on sait qu'à force de développer des réseaux collectifs, inévitablement, les villes en financent toujours une partie. Donc, c'est le principal poste de dépense des municipalités. J'aimerais... Là, on a fait les 3 ordres de gouvernement. Oui. Entre eux, à l'occasion, ils se font des transferts, notamment les transferts fédéraux. Donc, d'un bord, c'est de l'argent qui sort d'Ottawa, qui s'en va pour les provinces. Puis les provinces, c'est de l'argent qui rentre. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les transferts fédéraux. Mais il faut rappeler que c'est toujours le même dollar du citoyen. Oui. Mais c'est juste qu'on se le partage différemment. Tout à fait. Voilà. Alors, quand on dit on veut que les transferts fédéraux soient augmentés, bien, si Ottawa n'a pas d'argent, on veut qu'Ottawa augmente les impôts des citoyens pour verser plus de transferts. Puis pour que moi, je les augmente pas nécessairement. On n'est pas rendu là. On va se garder. On arrive ici avec donc les transferts fédéraux versés aux autres administrations publiques. Et donc, on voit que, bon, dans les années 60, le poids augmentait, mais rapidement, dans les années 70, ça s'est stabilisé. Dans les années 90, Paul Martin, ça a diminué. Mais on voit quand même, depuis le début 2000, ça a une tendance quand même à la hausse. Donc, les transferts fédéraux ont augmenté en importance de l'économie canadienne ou de l'économie de l'ensemble des administrations publiques depuis 2000. Donc, ça, il faut le souligner. Puis, depuis 2018, ça serait comme assez stable, hormis évidemment l'année 2020 où l'économie a chuté puis les transferts ont augmenté pour la pandémie. Donc, il y a un soubresaut, mais on voit par la suite, ça revient quand même assez stable. Ici, moi, c'est ça. Je voulais voir, est-ce qu'il y a un enjeu avec les transferts fédéraux? Le gouvernement fédéral, au fil des dernières années, il s'est comme protégé, il a mis des plafonds. Donc, soit les transferts fédéraux augmentent au même rythme que l'économie, ou soit ils augmentent à 3 %. Oui. C'est pour la santé, l'entente en santé, entre autres. Ben, c'était pas une entente, c'était l'annonce en santé. Et donc, pour la péréquation, ça augmente au même rythme que le PIB. Pour les transferts pour la santé, ça augmente soit au même rythme que le PIB, minimum 3 %. Bon, il y a une petite protection. Puis pour les programmes sociaux, ça augmente toujours à 3 %. Mais à terme, 3 % c'est moins que la croissance nominale de l'économie. Donc, ce que je vous montre dans le graphique de droite, c'est... Bien, on voit que les transferts fédéraux, bon, dans les années de 94, là, il y avait comme diminué un petit peu, mais après ça, ils se sont stabilisés, ils avaient augmenté, puis que depuis 2017, ils sont assez stables. Ils sont assez stables parce qu'ils n'augmentent pas plus vite que l'économie, puis moi, je vous dis, les transferts en proportion de l'économie, bien, ils vont être stables dans le temps. Donc, transferts en santé, ils sont appelés à être stables en proportion de l'économie canadienne, alors que on peut penser que les dépenses de santé, elles, vont croître plus vite que l'économie canadienne. Et donc ça, c'est important. Puis ici, c'est la confirmation. Donc, le constat important, c'est de dire, vous voyez, le bleu plus foncé, c'est les pays avancés calculés par le FMI. Ça dit les dépenses publiques en santé vont augmenter plus vite que le PIB partout dans le monde. C'est ça. Puis on a calqué le Québec à côté en bleu plus pâle. Puis on voit que bien, ça suit la même chose. Les dépenses en santé, en proportion de notre économie, les dépenses publiques, vont augmenter. Puis on le voit jusqu'en 2050, là, c'est nos projections. On va passer de 10 % de l'économie en 2015 à presque 15 % de l'économie en 2050. Donc, si les transferts fédéraux augmentent au même rythme que l'économie, puis que les dépenses de santé augmentent plus vite que l'économie, ça veut dire que la part des transferts fédéraux dans le financement de la santé va décroître. C'est ce que les provinces disent. C'est ce qu'elles disent, c'est tout à fait. C'est pour ça qu'elles demandent davantage de transferts. C'est ça. Puis là, on arrive à la question, les transferts fédéraux, c'est une composante du fédéralisme. Puis les besoins des provinces vont aller en grandissant, comme on vient de le montrer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un déséquilibre fiscal? Dans les années 2000... il y a eu la commission sur le déséquilibre fiscal, la commission Séguin. À l'époque, le slogan de Bernard Landry, premier ministre du Québec, il disait « L'argent est à Ottawa, les besoins sont dans les provinces ». Je pense que c'est un leitmotiv content à réentendre. Oui, mais actuellement, il n'y a pas d'argent à Ottawa, mais les besoins sont dans les provinces. Donc, quand on demande plus de transferts fédéraux, on dit qu'il faut aller fouiller dans la même poche
que si nous, on le faisait nous-mêmes. Tout à fait. Donc, la question rendue maintenant, c'est de dire, est-ce qu'on réclame davantage de transferts comme province ou on préfère prendre l'espace fiscal? C'est une belle question. C'est une belle question une belle d'une campagne qui s'en vient, là, d'une campagne électorale. Après ça, il y a le terme de l'autonomie des provinces. Oui. Est-ce qu'on veut demander des transferts, puis après ça, être dépendant des transferts, ou dire puis à la limite, on peut se concerter. Les provinces ensemble, on dit, au 1er juillet 2020X, on fait tel geste pour augmenter notre espace fiscal. Ça, c'est une possibilité. Et, bon, j'arrive pour conclure, je dis, ça se peut qu'il manque d'argent pour la soutenabilité. Ça se peut qu'il manque d'argent du côté d'Ottawa, qu'il manque d'argent du côté des provinces, qu'il manque d'argent du côté des municipalités. Puis là, bien, ça serait quoi les moins mauvaises assiettes à utiliser? Fait que je vous ai fait un petit graphique, un petit tableau, à vrai dire. Bon, j'essaie de synthétiser tout ça, là, puis je comprends que des X, des crochets verts, puis des plus ou moins en vague, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est comme le constat général. Du côté de l'impôt sur le revenu, c'est une assiette qui est surutilisée. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est ni Ottawa ni Québec devraient l'utiliser davantage. Je sens un message cohérent. Oui, au fil des années, il faut être cohérent, c'est ça. Du côté des taxes à la consommation, ils sont sous-utilisés. Oui. Donc, si jamais, on ne dit pas qu'il faut les augmenter, on dit s'il manque d'argent, puis vous décidez d'aller chercher plus de recettes fiscales, allez-y donc par les taxes à la consommation du côté du fédéral ou du Québec. Du côté des impôts des sociétés, je parle de l'impôt sur les profits ou des taxes sur la masse salariale, c'est aussi surutilisé. Là, vous voyez, on est un petit peu moins catégorique. On ne dit pas X, il ne faut pas jamais augmenter. On dit au besoin, mais il faut faire... Mais il faut être conscient qu'on les surutilise déjà. T'sais. Parce qu'on est en concurrence aussi C'est avec ça. le sud de la frontière qui a des taux assez bas. Et là, il y a un moment donné, je sais qu'il y avait eu ce débat-là à l'effet qu'on voulait maintenir ça bas parce qu'on voulait s'assurer de garder nos entreprises ici. C'est ça. Puis là, on est dans la relance, dans la Oui. reprise. Donc, il y a un enjeu d'augmenter la fiscalité des entreprises qui pourrait être mal perçue. D'un autre côté, de l'autre côté de la frontière, ça se peut qu'il augmente la fiscalité des sociétés. Oui. Donc, peut-être ça va nous donner de l'espace aussi. Exact. Puis je reviens juste sur une phrase. Quand on parle d'impôt sur le revenu, de ne pas les augmenter, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réviser, tu sais, dire, par exemple... Ajouter des paliers, par exemple, pour les plus riches, là, les très, très riches, c'est quelque chose qui avait été mentionné. Oui, ou encore dire, s'il y a des mesures fiscales qui ne sont pas pertinentes, enlevez-les. Tu sais, donc, Faire donc le ça, c'est ménage. possible. Il y a du ménage, c'est possible. Il reste les cotisations sociales. Du côté des cotisations sociales, c'est sous-utilisé. Donc, encore une fois, fédéral, Québec pourrait l'utiliser davantage. Mais les cotisations sociales, normalement, c'est en échange d'un programme, de quelque chose. Donc, comme le régime pour Des rentes du Québec. c'est ça, ou le régime parental, par c'est exemple. ça. Donc, Québec, où on pourrait dire qu'on a besoin, mais pour financer un nouveau service qui est un peu clair, là, tu sais. Du côté des impôts fonciers, je pense que je l'ai montré, c'est surutilisé. Donc, dans ce cas-là, on ne met pas un X aussi fort, on met un peu comme l'impôt des sociétés. Donc, faire attention avant de vouloir l'utiliser davantage. C'est pas un mauvais impôt, par contre. Donc, avant de dire qu'on ne peut pas l'utiliser davantage, il faut quand même être conscient que c'est pas un mauvais impôt sous l'angle de l'efficacité économique. Il faut être conscient de ça. Il y a des impôts qu'on utilise peu ou pas. Les impôts au décès, les impôts sur la richesse. On les utilise peu ou pas, donc ils sont nécessairement sous-utilisés. Par contre, dans la catégorisation de l'OCDE, ils appellent les impôts sur le patrimoine, ça l'inclut le foncier. Fait qu'on prend les trois ensemble, impôts fonciers, impôts au décès, impôts sur la richesse, on les surutilise. Donc, soyez modérés dans l'utilisation accrue de ces impôts-là, mais ça serait possible du côté d'Ottawa ou du côté de Québec de les utiliser un peu plus davantage. Évidemment, là, il y a des champs qui ne sont pas possibles du côté des municipalités. Là, je ne l'ai pas dit, mais... Tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde n'a pas la même patinoire. Non, c'est ça. Il faut ça. jouer dans la patinoire sur laquelle, effectivement, on s'est fait dire d'aller jouer. Là. Après ça, il y a la tarification qui est sous-utilisée. Donc là... mais c'est spécifique, encore une fois, la tarification. C'est pas tout qui peut être tarifé. Donc, c'est utilisateur-payeur. c'est ça. Fait que du côté de Québec, des municipalités, il y aurait un peu d'espace, on le souhaite. Puis une assiette qui pourrait être utilisée davantage par les trois joueurs parce qu'elle est sous-utilisée, puis que ça change les comportements, puis parce que ça a aussi des effets positifs autres que de collecter des recettes, ça serait l'éco-fiscalité, donc on pourrait décider d'utiliser tant du côté fédéral, tant du côté du Québec, tant du côté des municipalités. C'est pas le nirvana, il y a des choses qu'on ne peut pas aller chercher via de l'éco-fiscalité,
Mais on joue sur deux tableaux, des recettes fiscales puis modifier les comportements. Et là, ça peut procurer de multiples avantages. Oui, puis ça, au Québec, on a l'impression que c'est pas très populaire, mais pourtant, il y a d'autres endroits dans le monde où on l'a mis en application. Puis effectivement, il y a des comportements qui changent. Et on a beaucoup parlé des bonus, donc d'avoir un soutien, par exemple, à l'achat d'une voiture électrique. Mais il pourrait y avoir la contrepartie, le malus qui viennent avec, mettons, les gros véhicules, une taxe aux gros véhicules. Tout à fait. Donc, ça peut s'équilibrer, puis il faut continuer de le voir. Puis là, avec l'électrification des véhicules aussi, si on veut financer le transport public ou l'entretien des routes, mais il va falloir aussi trouver, on déborde un peu de l'écofiscalité, mais il va falloir aussi trouver des sources de financement pour nos routes. Donc ça fait un peu le portrait de l'état de la situation. Fait que maintenant, on va pouvoir passer à des discussions plus ciblées ou plus croisées. Donc, je te recède la parole. C'est exactement ça. C'est ce qu'on va faire. On va parler parce que